Comment retranscrire la vie d'une autre sous forme de bande dessinée ? Comment recueillir les confidences d'une personnalité hors du commun pour les transformer en récits sans trahir sa parole ? En quoi raconter le parcours d'une autre peut-il modifier notre point de vue et impacter notre existence ? Dans ce podcast, on vous propose de partir à la rencontre de scénaristes de bande dessinée qui se sont confrontés à toutes ces interrogations. Je suis Camille Bichler et vous écoutez Mémoire en case. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de scénaristes de bande dessinée qui se sont confrontés à toutes ces interrogations. Pour cet épisode, nous avons interviewé la journaliste et grand reporter au Monde, Annick Cogent. Elle a voyagé aux 4 coins du monde pour enquêter. En 1996, Annick Cogent reçoit le prestigieux prix Albert Londres pour sa série de 5 reportages, Les Mémoires de la Shoah, réalisés aux États-Unis et en Europe et publiés dans Le Monde, à l'occasion du cinquantenaire de la libération des camps d'extermination. Annick Cogent est aussi l'autrice de plusieurs ouvrages, dont la bande dessinée Une farouche liberté, Gisèle Halimi, La cause des femmes, publiée aux éditions Steinkiss, qu'elle a co-scénarisé avec Sophie Couturier. Les dessins sont signés Sandrine Revel. Cette bande dessinée, c'est une adaptation du roman autobiographique de Gisèle Halimi, Farouche liberté, publié en 2020 aux éditions Grasset, qu'Annick et Gisèle ont coécrit. Le roman et la bande dessinée reviennent sur la vie de l'avocate Gisèle Halimi, qui a contribué à faire changer les lois sur le viol et l'avortement. Gisèle Halimi est décédée en juillet 2020. Grâce à leur amitié et à la confiance que lui a accordée Gisèle Halimi, Annick Cogent a retracé le destin de cette grande avocate franco-tunisienne qui n'a jamais cessé de défendre et de s'engager pour la justice et pour la cause des femmes. Aujourd'hui, nous partons donc à la rencontre de la journaliste et grand reporter Annick Cogent, chez elle, pour évoquer le processus d'écriture de la bande dessinée Une farouche liberté et sa relation avec Gisèle Halimi. On arrive dans une grande rue, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, juste à côté de Sciences Po. On entre dans un grand immeuble où Annick Cogent vient tout juste d'emménager. Allô ? Oui, c'est Camille. Hello Camille. Alors, il faut prendre le 9e ascenseur. Et on monte jusqu'au 9e étage. Hello Annick Cogent. Bonjour Camille. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. Mais c'est un plaisir, vous arrivez dans un capharnaüm. Une scène assez chaotique, pleine de caisses, de cartons, de déménagements. Camille, C'est enchantée. Sophie qui est gentille, qui m'aide dans mon déménagement. C'est Sophie Couturier que vous entendez ici avec Annick. C'est elle qui a co-scénarisé la bande dessinée Gisèle Halimi, Une farouche liberté, avec Annick Cogent, qui nous emmène sur sa nouvelle terrasse. J'entends les mouettes, il y a plein de mouettes à Saint-Germain-des-Prés. Donc quand j'appelais ma maman en Bretagne, elle riait parce qu'elle me disait « Mais tu es où ?» Je dis « À Saint-Germain ?» Et on entendait des mouettes exactement comme à Carantec, dans le Finistère. Mais ce que je voulais en tout cas, c'est de voir du ciel. Ah oui, je voulais de la lumière, ça c'est fondamental. Je suis une fille du bord de mer, du Finistère. Avec Annick Cogent et Sophie Couturier, on s'est installé au milieu des cartons, sur un coin de canapé, pour démarrer cet entretien autour du roman graphique qui retrace la vie de Gisèle Halimi. Je suis journaliste au Monde, je suis grand reporter depuis plusieurs décennies même au journal, puisque j'ai commencé étudiante au Monde, voilà. Et donc je voyage beaucoup dans le cadre de mon métier, je m'occupe de beaucoup de choses. En ce moment, je fais beaucoup d'interviews qui commencent toujours par la phrase « Je ne serais pas arrivée là si ». Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré, non, je la connaissais déjà depuis un bon moment, mais c'est comme ça que j'ai interviewé longuement Gisèle Halimi juste avant de faire ce petit livre qui deviendra Une farouche liberté. Entre-temps, hélas, elle va décéder et on va décider de faire, après la sortie du petit livre, Une farouche liberté qui a été très très lu, qui a beaucoup circulé, y compris dans les écoles. Il est même, me dit-on, cette année au programme du bac, donc ça fait vraiment plaisir. Eh bien, on nous a proposé de faire un roman graphique et donc j'ai eu l'idée de le faire avec Sophie Couturier, qui va se présenter. Donc, moi, j'ai travaillé pendant de longues années dans l'humanitaire, en tant qu'attachée de presse dans l'humanitaire, pour 2 ONG. Et puis ensuite, j'ai travaillé ici à l'IGN.
Et ma vie s'est vraiment partagée dans la communication, surtout en tant qu'attachée de presse. J'ai fait aussi de l'événementiel, mais surtout des relations presse. Et puis en 2009, j'ai sonné à la porte de Choisir. J'ai écrit en fait un courrier au bureau de Choisir, l'association de Gisèle Halimi. Et puis à partir de là, commencé une aventure de 2 ans avec Gisèle, où on se voyait en moyenne 2 fois par semaine, mais plus en réalité, parce que bien évidemment, c'était très très prenant et Gisèle était totalement investie, même à 82 ans. Moi, à l'époque, elle avait 82 ans. Même à cette époque-là, elle était toujours très investie dans ses combats pour les femmes. Et aujourd'hui, la proposition d'Annick de participer à cette belle aventure de la mise en dessin, de la mise en BD, de la mise en roman graphique d'une farouche liberté a été une telle rencontre pour moi que j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc, je suis en train à mon âge, qui n'est plus ni la trentaine ni la quarantaine, de m'investir totalement là-dedans et j'adore. Est-ce que vous pourriez toutes les deux nous raconter un peu la genèse de ce projet de bande dessinée ? Au départ, un petit livre, Une farouche liberté, tout petit livre, très vif, questions-réponses, peu de questions, beaucoup de réponses, mais surtout un ton qui est celui de Gisèle Halimi. On remonte le fil de sa vie, sa vocation de devenir avocate avec un E, et puis de faire des études à Paris, et puis ensuite les grands procès, l'Algérie, enfin la décolonisation, l'Algérie, puis après les procès, surtout concernant les femmes, qui a été sa grande cause, car même s'il y a eu beaucoup de choses, sa vie est tellement riche. Elle me parle de tout ça, ça suscite beaucoup d'attention, parce qu'elle n'avait pas parlé depuis très longtemps. Elle n'était plus vraiment un personnage public, on tendait un peu à l'oublier, puis là, tout d'un coup, 3 pages dans le Monde, ce qu'on fait extrêmement rarement, réellement. Mais tout d'un coup, elle reçoit des courriers, des sollicitations de toutes parts, etc. Elle est un peu fatiguée, mais elle a toujours des paillettes à la fois de gaieté et d'ardeur, on va dire, dans son regard, et puis les souvenirs intacts, réellement. Et la colère intacte devant encore les injustices, réellement. Elle disait, vous savez, quand j'étais petite, mon père me disait que j'avais que ce mot-là à la bouche, c'est pas juste. Et vous savez, Annick, j'ai 92 ans, c'est toujours pas juste. Voilà. Et donc, cette première interview dans Le Monde a beaucoup marqué, et du coup, on s'est revus et on s'est dit que ce serait chouette quand même de continuer peut-être, et qu'elle avait des choses à transmettre, notamment aux nouvelles générations. Et donc, on pouvait encore revenir avec un peu plus de détails peut-être sur son parcours. C'était pas une grosse autobiographie, mais c'était un ton réellement donné envie, sensibiliser, notamment les jeunes, et puis de leur passer un flambeau. Voilà, d'où ce dernier chapitre, le flambeau. Et puis très vite, on nous a demandé, on m'a proposé en tout cas d'en faire un roman graphique. Et j'ai dit d'accord, mais alors là, je veux m'occuper du scénario. Je vais être en charge du scénario, pas quelqu'un d'autre. Et j'ai dit, et je le fais si je viens avec quelqu'un, si j'ai une co-scénariste que je choisis, et je l'ai déjà choisie d'ailleurs, c'est Sophie Couturier. Et c'est vrai que je savais que Sophie écrivait très très bien. Alors pas les romans graphiques évidemment, mais voilà, elle a un ton, un style, une rigueur dans l'écriture que je trouvais formidable. Et puis j'ai songé, elle était légitime parce qu'elle connaissait Gisèle, qu'elle avait travaillé, elle l'avait côtoyée, donc c'était formidable d'être avec quelqu'un qui la voyait dans sa tête, c'était une évidence. Et puis je voulais que ce soit, je disais, joyeux et que ce soit agréable, parce que c'est un exercice, autant je pense l'écriture d'articles, l'écriture d'autres livres peut-être tourmentés, compliqués. Moi, j'écris pas facilement, c'est difficile, peut-être parce que je suis aussi très exigeante, mais c'est extrêmement solitaire. Je ne pourrais pas écrire même un article de journal à 2. Et autant là, je crois que c'est souhaitable. Un scénario à 2, c'est juste de la joie multipliée par 2, du bonheur au quotidien. C'est des rires, un travail de ping-pong. C'est l'émulation. Ouais. C'est comme une pièce de théâtre. On se fait des répliques, l'une réplique, et qu'est-ce qu'elle dirait à ce moment-là? Des batailles aussi, Des fois, on croit un truc, l'autre autre chose. Ah oui, on s'énervait parfois. Des petites prises de bec de temps en temps qui étaient rigolotes, parce qu'au final on en rigolait, mais c'était extrêmement vivant, et c'était inspirant d'être à 2. Évidemment, on avait encore plus d'idées, quoi. Enfin, on se complétait formidablement. On voulait pas en faire un petit personnage BD, c'est un roman graphique. Il fallait le maximum de réalisme, avec toute la liberté de la dessinatrice bien sûr, mais enfin il fallait quand même qu'on la reconnaisse et qu'il y ait des points de repère comme ça. D'ailleurs, c'est amusant, et je pense que c'est aussi très instructif pour les jeunes gens qui n'ont pas connu
connu cette époque, bien sûr, mais enfin qu'on y voit et qu'on reconnaisse aussi Sartre, Beauvoir, qui ont été si importants. C'était un couple mythique, là aussi, iconique quand même, hein, dans les années 60, les années 70. C'était des stars, réellement. On voit Picasso. C'est utile quand même qu'on le reconnaisse lui aussi. On voit François Sagan avec sa mèche, et puis ses clopes. On voit Claire Bretéché. On voit évidemment aussi Simone Veil, bien sûr, hein, dans 2-3 scènes, elles sont l'une à côté de l'autre, etc. On voit le discours de Simone à l'Assemblée nationale. Donc, il fallait que ce soit assez réaliste, en effet. Et je pense que on a eu beaucoup de chance avec Sandrine Revel, parce que c'est une merveilleuse dessinatrice. Elle peut faire tout. Et est-ce que vous pourriez me parler et me décrire votre personnage Gisèle Halimi? Parce que donc il y a le personnage de ce roman graphique, le personnage que vous avez imaginé, inventé, et la personne Gisèle Halimi que vous avez toutes les deux connue. Je crois, Nico Jean, vous la connaissez depuis 30 ans. Vous la connaissez depuis 30 ans, Gisèle Halimi. Oui. Comment on fait pour inventer un personnage comme ça quand on connaît la personne? C'est peut-être encore plus facile quand on la connaît un peu. Je peux pas dire que je la connaissais très bien, mais c'est vrai que ça faisait longtemps, parce que quand j'étais toute jeune journaliste, elle m'a un jour téléphoné au journal, sur la ligne fixe du journal, en me disant: j'ai lu votre dernier article, et il me semble me souvenir que c'était un article sur les femmes de pêcheurs, les femmes de marins pêcheurs du Guilvinec, petit village breton dans lequel il y avait énormément de difficultés, et bien sûr je couvrais pour Le Monde cette crise, et j'arpentais les ports où beaucoup de marins étaient en grève, et je me suis intéressée à leurs épouses à un moment donné, parce que c'est elles qui tiennent les foyers, et c'est elles qui subissaient de plein fouet réellement la crise et la pauvreté. Elles devaient gérer des budgets de rien du tout. Et j'avais fait un papier qui était effectivement, je crois, assez bouleversant. En tout cas, c'est ce que m'a dit Gisèle, qui avait beaucoup frappé. Il était paru à la une du Monde, et dans l'après-midi, après l'avoir lu, elle m'a tout de suite appelée en me disant: je suis très touchée ce que vous avez écrit, là il y a une sensibilité, j'aimerais bien, déjeunons ensemble. Oh, ça m'a semblé incroyable. Gisèle Halimi, déjà entendre Gisèle Halimi au téléphone m'a fait quasiment rougir, sans doute au téléphone. C'était une époque où je rougissais encore beaucoup, immédiatement. Et puis c'était un peu une héroïne plutôt de l'âge de ma mère, et puis elle était un peu plus âgée que ma mère, mais quand même, c'était vraiment plus l'époque de ma mère. Quoi, oui. Mais c'est que j'admirais, évidemment. C'était un nom qui flamboyait dans mon imaginaire. Et donc je suis allée déjeuner avec elle, très intimidée, et elle était très drôle, très vive, très charmante, très séduisante et séductrice d'ailleurs, hein, parlant avec une voix très très mélodieuse, qu'elle ondulait, qu'elle avait un peu travaillé sans doute, mais qui était effectivement très très élégante. Et puis il y avait cette vivacité, cette modernité, cette facilité au plus de se mettre tout à fait en lien avec les gens plus jeunes, cette curiosité que tu décris souvent beaucoup, Sophie, mais cette curiosité à l'égard des plus jeunes femmes pour dire: et vous, qu'est-ce que vous en pensez, hein, elle avait envie de sonder, qu'est-ce que vous en pensez, la génération après elle. Et donc du coup, ça a obligé effectivement à faire un petit personnage comme ça qui parle vif, qui court beaucoup. Quand on la voit petite fille, elle court pour aller à l'école. Quand on la voit jeune fille, elle court pour aller au tribunal. Elle monte 4 à 4 les marches. Enfin, il fallait qu'il y ait cette impression toujours de vie, de spontanéité, et puis d'implication très forte, quoi. Voilà, elle vibre. Ouais, justement, cette impression de vie, etc. D'ailleurs, dans la BD, on a fait sauter les cases. C'est quelque chose que vous avez dû remarquer à la lecture. Très très vite, on s'est rendu compte que Gisèle, on pouvait pas la mettre dans des cases. Et un matin, je me souviens, on se regarde, j'ai dit: mais on fait sauter ça en fait. Alors il y a quelquefois des cases, mais il y en a très peu, pour que justement on soit dans un élan. Et Sandrine a complètement adhéré à ça. Dans le dessin, je crois qu'elle a beaucoup aimé le faire comme ça aussi, ce qui n'était pas une habitude chez Sandrine. Et ça libérait aussi, ça libérait quelque chose, ça libérait du mouvement. Et ça, c'était assez génial. Et pour revenir aussi à la question que tu posais, Camille, sur comment on décide on représente quelqu'un qu'on a connu, je souscris complètement à tout ce que tu viens de dire, mais aussi je dirais que autant toi que moi aussi, je pense qu'on l'a aimé, Gisèle. Alors évidemment, je pense que ça se sent quand même dans les pages. Il y a une tendresse. Dans la narration, Annick Cogent et Sophie Couturier, vous avez aussi fait un choix important. Gisèle Halimi s'adresse directement au lecteur. La bande dessinée s'ouvre sur une Gisèle Halimi déjà âgée, qui s'adresse à nous lecteurs et qui nous explique qu'elle va nous raconter son histoire par étapes. Et ensuite, il y a des flashbacks, où elle nous raconte son enfance,
son combat pour défendre les indépendantistes algériens, sa lutte pour l'avortement, mais aussi son histoire d'amour avec Claude Faux. C'était important pour vous que Gisèle Halimi soit la narratrice de sa propre histoire, parce que finalement, elle apparaît un peu comme la voix off de sa propre histoire. On a beaucoup embêté Sandrine et Myriam d'ailleurs sur cette histoire de regard dont tu parles. On a dû vraiment les embêter parce que on n'y trouvait jamais assez de lumière. Alors on disait toujours à Myriam pour les couleurs, Myriam Lavial qui a travaillé sur les couleurs, il faut qu'on ait cette étincelle dans les yeux, rajoute un peu de blanc. Il fallait que ce regard soit vif parce que c'était le cas, elle l'a eu jusqu'au bout, donc il fallait qu'on ait ce regard. Est-ce que vous avez en tête une planche de ce roman graphique qui cristallise le mieux, vous diriez, Gisèle Halimi, que vous aimez particulièrement? J'ai la BD avec moi, si vous voulez. C'est difficile. Il y en a plusieurs. Il y en a quelques-unes. Et que vous pourriez nous décrire, voilà, pour donner à voir. Ah là là, laquelle tu vas choisir? J'en ai plein. Ça va être compliqué, mais vas-y. Allez, vas-y. Il y en a déjà sur l'enfance. Oui, j'étais sûre que tu allais prendre une. Alors vas-y, déjà, on va en prendre une sur l'enfance. Il y en a une que j'aime beaucoup. Il faut dire que... Dans son enfance, en Tunisie, dans le quartier de la Goulette, qui est un quartier très populaire. Oui. Il y a un quartier. Alors, il y a 2 planches que j'aime beaucoup sur l'enfance. J'aime beaucoup la planche. En plus, je me souviens d'avoir mimé à La Rochelle, justement, quand on y travaillait. C'est la partie de foot sur la plage. Il y a 4 cases. Enfin, là aussi, on explose un peu les cases. Où Gisèle est petite fille, dans son petit maillot de bain rouge, sans fanfreluche. C'était très important qu'on ne lui mette pas de fanfreluche. Avec sa petite coupe au carré. Et elle joue au foot avec ses amis garçons. Il y a 3 garçons et elle est là. Et alors, on voit quelques passes, tac, 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 jusqu'au but. Évidemment, c'est Gisèle qui a marqué le but. Bravo, but Gisèle, t'es la meilleure. On en refait une et elle dit non Skander, on va se baigner, le premier à la bouée. Et elle part déjà se baigner. Gisèle avait un rapport à la mer très fort. Gisèle Halimi est une femme très sensuelle et qui aimait le soleil, qui aimait la mer. Et la mer, le soleil, ça l'a rechargée. Elle avait besoin de cette lumière, elle avait besoin de ce soleil, elle aimait beaucoup nager. Elle le disait d'ailleurs. Et j'aime beaucoup cette planche d'abord parce que c'est l'enfance joyeuse. C'est l'enfance insouciante où elle joue encore avec des garçons, ce qui ne va plus être possible quand elle va avoir ses règles. Et que sa mère va lui dire, c'est fini maintenant. Gisèle va lui dire, mais qu'est-ce qui est fini? Tu ne peux plus jouer avec des garçons. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce que tu es une fille, parce que c'est comme ça. C'est cette espèce de phrase définitive. Voilà. C'est pas possible, c'est plus possible, tu as tes règles. Ça veut dire quoi? Donc ça, j'aime beaucoup cette planche parce que c'est encore l'insouciance. Vous l'avez inventée? On a inventé la scène, mais c'est basé sur la réalité, parce que Gisèle nous la racontait aussi que enfant, elle allait jouer effectivement avec ses petits camarades, et elle jouait au foot, elle nageait, ça on le savait. Et que tout s'est arrêté le jour où le jour où elle a eu ses règles et que sa mère a dit maintenant c'est fini, tu ne peux plus jouer avec les garçons. Et donc l'anecdote est réelle, mais la scène on l'a imaginée bien sûr. J'ai le droit d'hésiter un petit peu. Ah oui. Je vais peut-être choisir une aussi où elle rencontre Claude, parce que c'est une scène un peu intime. Aussi qui est jolie. Oui, celle-là, c'est assez joli. C'est celle où elle rencontre l'homme de sa vie. Elle a eu de la chance de vivre 50 ans avec lui. Et effectivement, il a été très important. Claude Faux. Elle a gardé le nom de Gisèle Halimi, qui était le nom de son premier mari, mais pourtant Claude Faux était vraiment son grand amour, son partenaire de vie, son complice, son mentor à certains moments. En tout cas, il lui servi aussi de garde du corps. Enfin, il a été terriblement important. Elle était amoureuse de lui. Elle la rencontre 31 décembre 58. On est en pleine guerre d'Algérie. Elle fait la navette entre Paris et Alger. Et puis un soir, quand même, le 31 décembre 58, elle va avec des amis faire un petit réveillon. Et donc, il y a des filles, des garçons, enfin des femmes, des hommes, ils ont tous la trentaine un peu dépassée. Ils dansent, c'est extrêmement joyeux. Elle a une jolie petite robe, parce qu'elle était extrêmement... Une petite robe Charleston, disait-elle. Elle le danse d'ailleurs très bien parce qu'elle aime danser. Et on a mimé d'ailleurs le Charleston, on l'a mimé là pour la représenter comme ça. Et puis, on voit qu'elle est un petit peu la vedette. C'est elle qui se met un petit peu en valeur. Elle danse le Charleston.
tout le monde applaudit et on voit derrière, il y a un homme qui la regarde, qui dit rien, qui fume, qui la regarde de loin. Ouais, il est un peu sur le côté. Et puis tout le monde clap. Ah, Gisèle, tu es formidable, tu es formidable. Et puis raconte-nous ta rencontre avec ce salaud de Massu. Et puis quelqu'un dit, le maître de maison, dit, écoutez, on n'est pas là pour parler de la guerre. Pour une fois, on est là entre nous. Mais alors, elle raconte une histoire où, évidemment, un confrère de Tunis qui bavard, etc. Elle a toujours des tas d'histoires à raconter. Bref, tout le monde est autour d'elle. Et on voit encore cet homme un peu mystérieux qui la regarde de loin. Et puis tout le monde rit autour de Gisèle, toujours un peu vedette de seconde amie. Puis à un moment, quand même, l'homme, qu'on pressent être très beau, se penche vers elle. Elle a donc cette robe un peu décolletée, les épaules nues. Et puis il lui dit, elle a de belles épaules, maître Halimi. Elle le regarde. Et alors Sandrine nous fait un petit cling dans un cœur, et donc ça veut dire coup de foudre immédiat, effectivement, parce que dès le lendemain, eh bien, le Claude Faux sonne à la porte en disant, vous ne m'aviez pas promis un thé à la menthe, et très vite, eh bien, il va rester, il va même poser sa valise, et il y a une petite scène au lit où ils vont se dire on se rend compte tous les deux qu'ils aiment la poésie, qu'ils aiment Éluard, qu'ils aiment Aragon, etc. Enfin bref, c'est une petite scène intime, mais qui nous montre aussi la Gisèle Halimi qu'on aime et qui est terriblement attachante. Elle est politique, oui, elle est militante, elle est féministe, elle est aussi terriblement amoureuse et sensuelle. Et la petite phrase, elle a de jolies épaules, maître Halimi, c'est la vraie phrase. Claude l'a vraiment dite à Gisèle, et Gisèle portait ce soir-là, pour de vrai, une petite robe Charleston avec les épaules nues. Donc en fait, on s'est vraiment inspiré de la réalité, encore une fois, avec des répliques, avec des échanges qui sont basés sur des faits réels. Et évidemment, on les a mis en scène. Et on avait mis effectivement ce petit cling au-dessus de leur tête, cling avec les regards qui se retrouvent. Et Sandrine, autour de ce petit cling, a dessiné un cœur. Donc voilà. Donc c'est toujours pareil, cette collaboration entre le scénario et le dessin. Où Sandrine aussi allait parfois un peu plus loin que ce qu'on proposait, et c'était super, quoi. De jolies surprises. Est-ce que vous pourriez me dire l'une et l'autre, pour conclure cette interview, en quoi cette rencontre avec Gisèle Halimi vous a transformée l'une et l'autre? Alors, je peux commencer. Alors déjà, je serais pas là. Je ne serais pas arrivée là aujourd'hui face à vous, si j'avais pas rencontré Gisèle, j'aurais pas participé à ce livre. Je ne serais pas sans doute pas en train de changer même aussi de voie professionnelle, allez savoir, qui peut savoir. Et peut-être que si, peut-être que non. Mais c'est cette rencontre avec cette première production donc de roman graphique qui me donne tant envie de continuer. Et donc c'est à Gisèle et à toi, Annie, que je dois ça. Et c'est aussi de merveilleuses rencontres que j'ai faites à Choisir, à l'association Choisir. Et puis donc elle a changé ma vie, Gisèle, ça c'est certain. Et puis elle m'a donné à l'époque, donc en 2009, 2010, elle était tellement courageuse, tellement inspirante, elle m'a inspirée. Elle a fait que j'ai aussi affirmé ma personnalité, ma féminité, à ma manière, qui je suis. Elle était très aidante dans l'affirmation de soi. Elle était pour que les femmes soient, parfois nous questionner, vous avez des enfants, n'en faites pas. Alors n'en faites pas. On n'est pas obligé de faire des enfants. On peut aussi faire autre chose. C'est très bien si on en a, si on les a désirés. C'est la clé. Si on a choisi de les avoir. Ça, c'est très important. Mais si vous n'en voulez pas, on peut faire autre chose aussi. Et ça, c'est quelque chose que je partage. Je n'ai pas d'enfant, je fais une confidence. Et il y a tellement d'autres choses, tellement d'autres façons d'exister. Mais c'est vrai que dans notre société, c'est pas forcément évident d'être reconnue pleinement en tant que femme si on n'a pas eu d'enfant. Et Gisèle, par exemple, pour donner un exemple, nous tranquillisait beaucoup par rapport à ce type de questionnement. Donc ça aussi, moi, elle m'a beaucoup apporté de ce point de vue-là. Et toi? Écoute, j'ai du mal à dire l'idée de le souvenir, en tout cas, d'avoir fait un petit livre avec elle et d'avoir été finalement la porteuse de ses dernières paroles, c'est vrai, donne une responsabilité quand même, tout d'un coup, qui me dépasse un petit peu d'une certaine façon. Je suis journaliste, donc mon boulot, c'est de recueillir la parole des gens, et tout d'un coup, cette personne disparaît, et elle était immense, et je me retrouve à sa place, à commenter ses paroles et des choses qu'elle m'a confiées. On était toutes les deux, on se voyait
pour avancer dans ce livre, et tout d'un coup, je suis toute seule, à découvert, à interpréter. On me demande qu'est-ce qu'elle aurait pensé de ça et de ça et de ça, et ça me dépasse d'une certaine façon. Je veux pas aller au-delà de ce qu'est ma responsabilité, mais c'est réellement quelque chose qui est c'est pas un fardeau, mais c'est quelque chose quand même, et oui, qui est une lourde responsabilité. Puisque je vais à des endroits, avec toi d'ailleurs heureusement, mais aussi à des inaugurations d'écoles, à tel colloque à Strasbourg pour l'Europe, etc. Bon, je le prends comme tel, et je le prends comme comme une immense responsabilité pour elle, et pour Gisèle, puisqu'on parle surtout de Gisèle aujourd'hui, et son fils. Claude, son fils Manu, le fils de Claude et de Gisèle, mais pour Manu aussi, qui était content qu'on fasse ce livre toutes les deux, et qui était content quand je faisais le livre avec sa mère au départ, qui m'appelait régulièrement, qui était content du titre, Une farouche liberté. On a beaucoup tâtonné sur ce titre. Elle voulait absolument qu'il y ait le mot libre ou liberté, mes choix, ma liberté. On a tâtonné jusqu'au moment où un jour, quelqu'un a proposé farouche, parce qu'elle était farouche. Elle n'était pas facile, Gisèle. Elle avait un caractère farouche, et sa liberté était farouche. On a trouvé que ça sonnait, que c'était merveilleux. Et donc, c'est vrai que à la fois, il y a cette responsabilité, il y a cette tendresse, avec laquelle je pense quand je pense à Manu, son fils, et puis j'ai l'impression que tout sonne juste. Voilà, c'est ça qui me frappe quand même dans notre travail, dans notre complicité à toutes les deux, et puis dans ce qu'on a envie de transmettre aux autres maintenant. Donc voilà, c'est tout ça. Je vous le livre en vrac, la responsabilité, la tendresse, la volonté que ça aille très loin avec ce petit livre, ces 2 livres, et maintenant le roman graphique touche des tas de gens. C'est vrai que je voudrais qu'il soit dans les écoles, je voudrais qu'il soit dans les médiathèques, je voudrais qu'il soit effectivement donné un peu partout, parce que il peut libérer. Voilà, sa liberté à elle, farouche, eh bien je crois peut libérer les jeunes qui le lisent, les garçons et les filles. Merci Annick Cogent et Sophie Couturier. Merci. Merci à Annick Cogent et Sophie Couturier d'avoir été les invités de cet épisode de Mémoire en case. J'ai écrit et incarné ce podcast. Il a été produit par Johanna Bondou pour le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême et parrainé par l'Institut René Goscinny. Adrien Leblond s'est occupé du montage et du mixage. Morgane Mabi est l'assistante de production. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le partager autour de vous.